Bien, on va reprendre sans plus tarder sur cette quatrième session, deuxième session de partage d'expérience de Carnetier. On va commencer tout de suite par écouter Fabien Bièvre-Perrin, auteur du carnet Anti-Hip-Hop. Et à vous la parole. Je m'appelle Fabien Bièvre-Perrin et cette année je suis en post-doctorat au LabExMed à Aix-en-Provence. Et donc je vous dis tout de suite mon sujet de thèse parce que ça a un petit rôle dans ce que je vais vous raconter sur mes carnets. Donc j'ai j'ai fait une thèse en histoire de l'art et archéologie à Lyon 2 sur les pratiques funéraires en Grande Grèce du 5e au 3e siècle avant Jésus-Christ à Lyon. Donc ici je vais vous parler de deux carnets que je gère sur la plateforme Hypothèse et de ce qu'ils m'ont apporté à mon profil d'historien et aussi à titre plus personnel dans mes pratiques et ma façon de penser. Donc je gère deux carnets sur la plateforme Hypothèse. Le premier, ça marche toujours pas. Non, je crois que François est en train d'essayer Le premier s'appelle Clinaille. C'est un carnet qui a été ouvert en 2013 avec une collègue qui s'appelle Ariane Hutto. C'est un carnet qui avait pour objectif de proposer une veille et des outils pour la recherche sur le funéraire en Italie du Sud. Et c'est un sujet pour lequel il manquait à notre sens un espace en ligne où à la fois mettre les informations pour les regrouper, mais aussi pour fédérer un peu les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques. Donc sur ce carnet, on trouve des fonds de cartes libres, des annonces de financement avec des conseils pour postuler, des notices d'outils et des notices de bases de données en ligne, des programmes de colloques et quelques comptes rendus. Et donc depuis quelques temps, l'activité s'est surtout déplacée vers la veille qu'on fait sur Twitter et Facebook et qui est répercutée via un flux RSS sur le carnet Hypothèse. On a réussi à peu près à faire ce qu'on voulait avec Ariane Hutto, puisqu'on a rassemblé une petite communauté de chercheurs. Les gens nous en parlent pendant les colloques. On voit de temps à autre apparaître nos ressources, notamment les cartes. J'aurais voulu vous montrer une image. On a donc nos fonds de cartes, on les voit maintenant apparaître à droite à gauche. Donc les gens les ont trouvés, les gens s'en servent. Et donc on a aussi réussi dans une autre dimension, puisque je ne sais pas s'il y a des classicistes dans la salle, non je ne crois pas, dans les études classiques sur le monde grec, en général les études sont largement focalisées sur Athènes et Sparte, même si bon, je simplifie un tout petit peu les choses, mais en tout cas l'Italie du Sud, les colonies grecques d'Italie du Sud ne sont pas très souvent au cœur des approches. Et là, le carnet qui a le plus de succès, qui a été le plus lu depuis sa publication, c'est un article c'est une bibliographie sur le sujet du CAPES grec d'histoire actuelle, avec des ressources spécifiques sur la Grande Grèce. Et donc, d'une certaine façon, ça a permis à plein de gens qui travaillent sur cette thématique-là aussi de découvrir des ressources sur la Grande Grèce, alors que d'habitude, ce serait peut-être passé un peu à côté. Le second carnet dont je vais vous parler, et qui a une audience bien plus large, donc simplement, Merci. je passe sur ça. Donc ça, c'est le carnet Clinaille, et donc bon, avec les cartes en haut, et ici, vous voyez dans une conférence, enfin c'était une soutenance de thèse, ça, un de nos fonds de cartes qui a été utilisé. Donc on commence à les voir apparaître vraiment à droite à gauche, en ligne, dans des publications, etc. Donc on est vraiment très, très heureux de ça, puisque ça permet aussi de normaliser toutes les cartes. On peut toutes les comparer du coup, vu qu'elles sont sur la même échelle, sur les mêmes fonds, etc. Donc, je vais surtout vous parler de mon deuxième carnet, qui a une audience qui est bien plus large et qui a été ouvert en 2015 alors que je terminais ma thèse de doctorat. Donc, j'ai tout d'abord été très discret sur mon projet, puisque, en effet, la thématique de la réception de l'Antiquité dans la culture populaire contemporaine n'est pas du goût de tous les classicistes, parfois extrêmement conservateurs. Et très vite, une amie m'a rejoint comme auteur dans le projet, Elise Pampanet. Puis, via Twitter, j'ai trouvé d'autres auteurs prêts à contribuer. Donc, peu à peu, on a pris de la confiance et de l'assurance. Et j'ai véritablement révélé mon identité derrière Anti-Hip-Hop lorsque 2 mois avant ma soutenance, donc 9 mois plus tard, on a lancé un appel pour organiser un colloque Anti-Hip-Hop. Donc depuis, Anti-Hip-Hop a pris bien des formes. Pour financer le colloque, on a créé une association. Puis pour avoir des financements du Fonds de solidarité étudiante, on a organisé des événements pour les étudiants, une conférence et une projection commentée du film Hunger Games. On a ensuite conçu une petite exposition au musée Galormin de Lyon. On a participé à une autre exposition au musée de Saint-Romain-Galles. Cette année, on va proposer des visites guidées au musée des moulages de Lyon qui va rouvrir. Et enfin, depuis décembre, les actes du colloque ont été publiés sur Open Edition, aux éditions de la Maison de Lorient. Donc pour revenir au carnet, aujourd'hui, on y trouve notamment des articles, pour certains traduits en anglais, des comptes rendus et le programme des événements en cours
ainsi que les archives évidemment de ce qui a été fait par le passé. Donc voilà un peu pour le cadre, et maintenant je vais revenir à ce dont je suis censé vous parler aujourd'hui, pourquoi et comment je blogue. Donc je blogue pour plusieurs raisons, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, mais j'ai jamais trouvé vraiment le cadre. J'ai créé plein de blogs que j'ai détruits au bout de 2 articles, parce que ça m'allait pas vraiment, et donc c'est jusqu'à ce que j'ai les carnets sur hypothèse que finalement j'ai eu une pratique qui s'est installée, qui est devenue un peu fixe. Donc tout d'abord, je blogue parce que j'aime transmettre ma passion à tous et mettre mon expérience personnelle également au service de mes collègues, notamment au service des jeunes chercheurs. Ça, c'est plutôt ce que je fais avec l'INAI. Et d'une certaine façon, c'est quelque chose que je fais aussi avec mon association Bonne Pioche, dont vous avez le logo à l'écran, qui est une association de médiation en archéologie, qui s'adresse aux enfants et aux adultes, ou avec mon blog Ciel mon doctorat. Et donc c'est aussi ce que je fais plus généralement, comme de nombreuses personnes dans la salle, sur Twitter ou sur mon blog personnel. Je blogue également car j'aime avoir la main, j'avais fait une liste, j'aime avoir la main sur une partie de ma production scientifique et sur le calendrier de publication. Donc en travaillant sur la période actuelle, il est intéressant en plus de pouvoir être très réactif à l'actualité, puisque parfois je publie un article le jour même, ou plutôt la nuit qui suit, sur un défilé qui a eu lieu pendant la journée, ou un vidéoclip qui est sorti quelques heures auparavant. Donc en publiant aussi rapidement, ça permet de susciter l'intérêt d'un public qui sinon ne prêterait pas forcément attention à mon approche, puisque une fois que c'est passé de mode, une fois que c'est plus quelque chose qui fait parler de lui, on ne va pas aller chercher un article de quelqu'un qui fait de la réception de l'Antiquité pour en savoir plus. Ça rejoint une autre préoccupation, c'est qu'en travaillant sur la réception de l'Antiquité dans la culture populaire, j'ai souhaité mettre l'expertise des spécialistes au service du grand public pour l'aider à comprendre et à démythifier les références à l'Antiquité qui sont omniprésentes. Donc la rapidité de publication, en plus, elle est liée pour moi à l'accessibilité et à la gratuité du support. Donc j'essaye de manière générale de publier dans des lieux, entre guillemets, accessibles, en favorisant au maximum l'open access. Et ça a des résultats très divers sur le public qu'on attire, notamment sur le carnet, puisque ça me fait penser à ce qu'on a entendu tout à l'heure, certains publics viennent parfois nous reprocher sur le carnet, dans les commentaires qu'on a, de nous intéresser et d'intellectualiser leurs pratiques culturelles. Par exemple, sur les articles sur Booba, on a eu des remarques, qu'est-ce que vous venez nous embêter sur ce sujet, laissez-nous Booba, vous n'avez pas à venir essayer d'analyser et d'appliquer vos raisonnements intellectuels. Les liens, les moteurs de recherche, ils nous amènent en moyenne 10 000 visiteurs par mois, avec des requêtes qui sont extrêmement variées. Donc la recherche la plus fréquente, c'est hermaphrodite, alors qu'on ne parle pas beaucoup d'hermaphrodite. L'autre recherche, c'est les vraies orgies romaines. Donc là aussi, les gens doivent être très déçus. Mais on a aussi eu, pour les recherches peut-être la plus originale et bizarre, plusieurs personnes qui ont cherché des photos de nus d'une des auteurs. Donc le fait de rendre public et de donner accès à tout ça, ça fait aussi des choses bizarres, mais ça nous attire aussi évidemment beaucoup de personnes qui viennent pour des choses plus intéressantes. Il faut aussi souligner qu'en France, il n'existe pas de support véritablement pertinent pour aborder la réception de l'Antiquité dans la culture actuelle. Si vous faites de la réception de l'Antiquité sur le XVIIIe siècle, ou à la rigueur, si vous faites sur le péplum, là, vous allez pouvoir avoir des supports, mais sinon, il n'y a pas grand-chose. Et surtout, vous avez petit risque que vos articles soient refusés. Donc, il n'y a pas les supports, et ça peut même éventuellement faire l'objet d'un certain mépris, puisque je m'y suis déjà frotté à plusieurs reprises en étudiant Beyoncé, je la cautionne, et en plus j'empêche les jeunes de s'intéresser à la vraie culture et de lire plus tard dans le texte. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on m'a dit, c'est pas du tout... Donc même si à présent le sérieux et la durabilité du projet ont fait taire quelques mauvaises langues, certains pensent encore que ce n'est que distraction, un peu volage, mais je préfère penser qu'ils sont jaloux. Les articles sur la thématique ne sont pas faciles forcément à faire passer dans des revues à comité de lecture, voulant garder une ligne éditoriale sérieuse. Donc du coup, le carnet permet aussi ça, de créer un espace et d'en gérer absolument toutes les dimensions pour accepter tout ce que je souhaite. Donc ça, c'est un peu les motivations originelles de la création du carnet, mais depuis, elles ont évolué, de même que mon approche de la recherche. Donc même si je suis le principal auteur encore du carnet, c'est devenu très vite quelque chose de fondamentalement collaboratif. Il y a beaucoup d'auteurs invités qui viennent sur le carnet. Et donc si au départ, je devais approcher des chercheurs
et les séduire pour les faire écrire sur le carnet. À présent, je reçois régulièrement des propositions de gens qui viennent me dire: ah, moi je voudrais faire un article sur ceci, sur cela, est-ce que c'est déjà fait, est-ce que vous avez une idée en plus, est-ce que c'est une bonne idée? Et parfois c'est des sujets auxquels j'aurais évidemment jamais pensé, donc c'est extrêmement enrichissant. Donc j'aime beaucoup ce contact et les discussions qui en résultent, et le caractère qui est fondamentalement diachronique et interdisciplinaire de la réception de l'Antiquité m'a amené à rencontrer des chercheurs bien au-delà de mes cercles habituels, donc c'est un véritable enrichissement permanent. Je me suis retrouvé à discuter de culture queer avec un chercheur du Trinity College ou avec une journaliste de mode. J'ai aussi montré des vidéos de live de Kylie Minogue à une bande de rockers au séminaire d'histoire sociale du rock d'Arnaud Bobéro, donc qui était totalement médusé dans la salle. Et j'ai discuté de Beyoncé avec un prof du Collège de France, qui était par ailleurs très sympathique. J'accepte très largement les contributions sur le carnet, quels que soient les profils des auteurs. Ce n'est pas tous des chercheurs qui sont en train de faire une thèse ou un master. Et je les reprends plus ou moins, parfois beaucoup, pour inviter les auteurs à les enrichir, à les nuancer, etc. Et cela permet à de jeunes chercheurs ou à des passionnés d'oser se lancer. Et du coup, ils ont des expertises qui sont totalement absents parmi les spécialistes de l'Antiquité. Quelqu'un qui est passionné de manga, qui est passionné du rap, etc., qui va pouvoir mettre son expertise à lui au service finalement de ceux qui étudient l'Antiquité. À cela, il faut ajouter que je suis à présent largement identifié comme anti-hip-hop, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'on me fait remonter énormément de choses, donc des images, des liens, des appels à projets, des fois des financements, c'est extrêmement précieux. Et le carnet en tant que support et sa thématique ouvre une sorte de brèche pour discuter avec n'importe qui, un tant soit peu intéressé par la culture pop ou par l'Antiquité, ce qui fait quand même un très large public. Et les propositions m'amènent à m'intéresser à des domaines nouveaux, à des problématiques et à des sources qui sont peu abordées, mais aussi de mieux les assumer éventuellement. Des sujets que j'aurais pas forcément osé en parler devant un public universitaire. Maintenant, je me gêne plus du tout. Donc, par exemple, je vous parle de Beyoncé, je suis pas sûr que je l'aurais fait il y a quelques années. Et je me suis ainsi retrouvé à ma propre surprise à écrire par exemple sur le black féminisme et l'Antiquité, un sujet qui, il faut bien l'avouer, très éloigné des pratiques funéraires au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grande Grèce, même s'il y aurait des liens à tisser. L'édition des articles proposés m'apporte également beaucoup en elle-même. On lit très différemment, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Euh, Quand on me soumet un article, je le lis très différemment d'un article que je lis pour mes recherches ou pour le plaisir. Quand il faut juger la qualité, proposer des améliorations, on découvre de façon beaucoup plus intime la façon de réfléchir des gens. Donc on peut aussi se l'approprier, on peut aussi voir des critiques qu'on lui ferait et qu'on peut s'appliquer à soi-même. Donc ça fait aussi évoluer la façon dont, je dis on, mais donc dont je pense. Ça m'a fait réaliser des erreurs que je fais aussi, à force de les remarquer chez les autres, etc. On prête attention à des détails aussi, ou quand on lit pour le plaisir, ou même de façon scientifique, on ne fait pas attention, on va vérifier d'autres choses. Et donc je blogue aussi pour ces enrichissements, qui a infléchi ma façon de réfléchir et d'écrire sur le blog comme ailleurs, notamment dans mes publications classiques, disons. Ultimement, pour conclure, bloguer, ça me permet aussi de développer à mon rythme une expertise qui est très différente de celle de ma thèse et une réputation dans ce domaine. Donc grâce à cela, on m'a invité à donner des conférences, grand public ou spécialisé, à collaborer, par exemple avec le projet actuel Moyen-Âge, qui ressemble un peu à Antique Hip Hop, mais donc pour le Moyen-Âge, ou même à faire un cours à l'Université Lyon 1, qui est une université spécialisée en sciences dures à Lyon, et pas du tout en sciences humaines, mais ils voulaient un cours transversal, et ils m'ont contacté. Et donc la meilleure illustration, je vais terminer là-dessus, la meilleure illustration, c'est que mon carnet m'a permis d'obtenir d'une certaine façon mon post-doctorat actuel, qui n'est pas du tout sur la Grande Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais sur la réutilisation politique du passé grec en France et en Italie. Et donc, dans mon dossier, dans mon CV, ce qui appuyait mon expertise, ce qui me motivait le fait que, oui, j'étais capable de faire ça, c'était le background que j'ai créé moi-même, que j'ai fondé via le carnet hypothèse en parallèle de mes recherches sur l'archéologie grecque. Je vous remercie.